ça en dessin animé. Le petit chaperon rouge, Cendrillon, réponse. Ça c'est un peu pour l'anecdote, hein, ça n'a rien de, en tout cas ici, de très linguistique. En revanche, les frères Grimm ont été aussi, et sans c'est moins, de très grands linguistes qui ont beaucoup fait avancer la réflexion linguistique, notamment en montrant qu'il y avait une régularité dans l'évolution de la langue lorsqu'on parlait de l'indo-européen. Je vous rappelle que l'indo-européen, on n'en a jamais entendu, bien sûr, ni jamais vu. Hein, il n'y a aucune trace écrite d'indo-européen, de proto-indo-européen, mais on a reconstitué quelques sons de la langue, et donc on s'est dit qu'il y avait un peu aspiré en indo-européen, qui est devenu F, qui est devenu le son feu en anglais, mais qui en latin et en français est resté peu. Hein. Et donc il y a father, mais vous pouvez chercher tout un tas de mots qui commencent par F en anglais et P en français, et vous en trouverez tout plein. Hein. Il me vient par exemple fish, poisson, foot, les pieds, etc. Vous allez pouvoir en chercher d'autres. Hein. Le son de qui s'est dévoisé, hein, c'est-à-dire qui a perdu la vibration des cordes vocales, qui a perdu sa voix, pour devenir ten en anglais par exemple, mais qui est resté de en français ou en latin. Et voilà quelques autres exemples, justement, où le peu latin est resté peu anglais. Donc ça vient du peu aspiré en indo-européen, hein, mais devenu F en anglais. Donc je vous ai donné father, foot, il y avait first aussi. Hein. C'est moins évident. Hein. Prince, le prince, c'est le premier. Hein. Voilà, caous, ne sont que, qui est resté que en français. Hein. Caous, qui est resté devenu K, mais qui a donné O en anglais. Corps, qui a donné cœur en français, mais qui a donné heart en anglais. Kentus, qui donne sang. Alors là, évidemment, il y a une différence de son, mais on voit que la lettre est la même, et c'est devenu 100 en anglais. Donc, on voit que ce que latin était un indo-européen, un que aspiré, hein, pour devenir le H aspiré en anglais. Voilà, d'autres régularités. Hein, le te qui restait te en français, mais qui s'est muté en fe en anglais. On aurait thunder, te, thatch et three, pour tonnerre connu, toi et trois. Voilà, donc quelques exemples qui montrent bien qu'il y a vraiment des lois, d'ailleurs ce sont des lois qui ont été dictées telles quelles. Alors ensuite, elles ont été amendées parce qu'évidemment, il y avait des exceptions à ces lois, assez nombreuses. Alors on avance encore un petit peu dans le temps. Je vous donne deux noms importants. Franz Bopp, qui a mis donc l'hypothèse d'une langue commune, mais il s'est un peu trompé, hein, parce qu'il a pensé que le sanskrit était la langue commune à toutes les langues qui sont maintenant classées dans la famille indo-européenne. Hein. Or, ça n'est pas ça, et c'est Schleicher qui, un peu plus tard, a posé qu'il y avait une langue antérieure au sanskrit, qui était l'indo-européen, plutôt le proto-indo-européen. Hein. Proto, ça veut dire c'est le modèle unique, hein, le tout premier. Et donc le proto-indo-européen, dont on n'a aucune trace, mais qui est un ancêtre aussi bien du sanskrit que du grec, que du latin, et puis donc de toutes les langues, à un niveau plus indirect, toutes les langues indo-européennes. Alors, Schleicher est connu pour cet arbre qu'il a créé. Alors, il n'est pas très exact, mais on part de l'indo-européen ici pour arriver à un certain nombre de langues. Hein. Alors, cet arbre a été amélioré. Voici ce que cela donne maintenant. Évidemment, il est beaucoup plus complexe. Hein. Alors, vous
n'avez pas, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur pour l'examen. Mais il y a quand même un certain nombre de principes qu'il faut que vous connaissiez, puis ça me paraît de toute façon important. Donc, on part de cette langue commune, le proto-indo-européen. Vous voyez que le proto-indo-européen se divise en plusieurs branches, elles-mêmes qui se subdivisent encore en plusieurs branches pour arriver à des langues que l'on connaît. Alors, je vais zoomer un petit peu là-dessus pour faire apparaître, vous voyez l'anglais moderne qui est ici, pour arriver à l'anglais moderne, en partant du proto-indo-européen, on est passé par une première famille, balto-slavo-germanique, qui comprenait entre autres le proto-germanique, c'est-à-dire l'ancêtre des langues germaniques, le germanique qui se subdivise en plusieurs langues, dont le germanique occidental, donc celui de l'Ouest. Là encore, vous avez le haut-allemand et puis le bas-allemand et l'anglais frison. On reparlera des frisons d'ici quelques temps. L'anglais frison qui est devenu le vieil anglais, le moyen anglais et l'anglais moderne. Et donc, l'évolution, c'est une évolution linguistique mais aussi géographique, puisque les Indo-Européens se situaient au nord de ce qui est actuellement l'Inde. Et c'est au gré des diverses invasions ou migrations qu'ils ont rencontré d'autres peuples, et c'est ainsi que leur langue a évolué. De toute façon, la langue évolue, même si on n'en rencontre pas d'autres langues. Voilà. Juste pour l'anecdote, je vous montre ici le français, qui est là. Le chemin est beaucoup plus court. Du proto-européen, on passe à cette famille celtico-italo-tocarienne qui a donné l'Italie. Dans l'Italie, vous voyez qu'on a le latin, et puis le latin devient le français. C'est quand même beaucoup plus direct que pour l'anglais. Et puis, on termine, on n'était pas loin la semaine dernière, mais on a pas eu le temps de terminer. On termine ce chapitre de quelques jalons dans l'histoire de la linguistique avec ce qu'on appelle les néogrammériens. Là, on est au XIXe siècle, et même ça déborde un peu sur le XXe siècle. Donc, on est tout près de nous, quand vous pensez qu'on est parti de la grotte de Lascaux. On a fait pas mal de chemin. Donc, il y a deux noms importants que je vous propose de vous rappeler, et un qui est plus important que l'autre. Le premier, c'est Werner. Donc, je vous parlais des exceptions à la loi de Grimm. Grimm avait présenté donc cette évolution consonantique comme la règle. Après, c'est devenu beaucoup plus technique, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais Werner a expliqué que l'accentuation jouait aussi un rôle dans l'implication consonantique. Et donc, il a expliqué pourquoi, dans certains cas, la loi de Grimm s'appliquait, dans d'autres, elle semblait ne pas s'appliquer. Et puis, voilà, un nom extrêmement important, Ferdinand de Saussure. Je crois que je l'ai déjà mentionné, vous devez avoir son portrait dans un diaporama précédent, qui est considéré comme le père de la linguistique moderne. Alors, pourquoi est-ce qu'il est considéré comme le père de la linguistique moderne? Bien parce que justement, jusqu'à Saussure, l'étude linguistique, c'était, comme je l'ai dit à maintes reprises déjà, c'était la comparaison des langues et l'histoire des langues. Et Saussure est arrivé avec de nombreux concepts que l'on va voir justement maintenant dans le chapitre qui suit. Le diaporama est déjà en ligne. Je vais intituler quelques notions, je ne sais plus précisément comment je vais intituler, mais en gros, quelques notions linguistiques importantes. Quelques concepts linguistiques. Voilà, donc ça c'est notre diaporama numéro 3. Et je commence avec le facsimilé de la couverture d'un livre qui est un des livres fondateurs de la linguistique, le cours de linguistique générale, que l'on attribue à Saussure. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez le lire, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, c'est un gros pavé comme ça, mais c'est une lecture extrêmement facile pour la grande majorité de l'œuvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
Saussure n'a pas écrit à proprement parler ce livre. Saussure était professeur, et ce sont ses élèves qui, à partir de leurs notes, ont reconstitué le cours de linguistique que j'ai mis. Mais ça traduit fidèlement la pensée de Ferdinand de Saussure. Alors voilà, quelques concepts linguistiques. Je vais commencer. Il y a un certain nombre de concepts dont je vais vous parler. Il y a le premier concept dont je vous ai parlé la semaine dernière, vous vous en souvenez, c'est le concept de double articulation. Ça, c'est un concept linguistique très important. Je vais vous en présenter d'autres. Alors, les premiers là que je vous présente sont tous dus à Ferdinand de Saussure. Le premier, c'est l'opposition entre synchronie et diachronie. Et ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on le considère comme le père de la linguistique moderne. Si on décompose les mots, synchronie, diachronie, on retrouve la racine commune, chronie, qui fait référence à l'idée de temps. Et on voit qu'on a d'un côté signe radical grec qui signifie avec, ensemble, et l'opposé, dia, qui signifie à travers. Donc, quand Saussure a commencé à faire de la linguistique, je vous rappelle, la énième fois, la linguistique c'était la comparaison des langues et l'étude des langues à travers leur histoire. C'est-à-dire que c'était l'étude diachronique. Lorsqu'on étudie l'histoire d'une langue, on fait un travail diachronique, à travers le temps. Et Saussure a mis en avant le fait que lorsque les gens parlent, ils ne parlent pas avec l'histoire de leur langue. Évidemment, ça n'est pas inintéressant du tout, l'histoire. C'est l'histoire qui fait que toutes les langues arrivent au point où nous en sommes actuellement, et puis elles vont encore évoluer. Mais il est intéressant aussi de se placer du point de vue des locuteurs d'une langue et d'étudier la langue en synchronie, c'est-à-dire d'étudier la langue à un état, à un moment de son développement. Donc, une étude synchronique, ça n'est pas forcément l'étude de la langue actuelle, quel que soit le moment où l'on se trouve, c'est l'étude d'une langue à un moment de son développement. Si j'étudie l'anglais à l'époque de l'anglais de Shakespeare, par exemple, je fais une étude synchronique. Maintenant, si je compare l'anglais de Chaucer et l'anglais de Shakespeare, je fais une étude diachronique. Alors, je vous disais que Saussure était quelqu'un d'agréable à lire. Une des raisons, je pense, pour lesquelles sa lecture est assez agréable et on comprend bien, c'est qu'il utilise beaucoup de métaphores. Et pour expliquer la différence entre synchronie et diachronie, il a utilisé la métaphore du jeu d'échecs. Si vous arrivez à une table d'échecs et qu'une partie est en cours, si vous connaissez suffisamment bien le jeu d'échecs, comme un linguiste connaît suffisamment bien la langue qu'il étudie, eh bien, vous êtes capable de faire une analyse synchronique de la partie. C'est-à-dire que, voilà une partie à un point de son développement, vous voyez que les pièces ont bougé, et quelqu'un qui connaît bien les échecs pourra dire, voilà, les blancs ont une position qui est relativement favorable, les noirs ici sont en défense, mais ils sont en difficulté, etc. Alors, on peut faire donc une description de la partie d'échecs sans connaître, sans savoir quels coups se sont joués précédemment, dans quel ordre ils se sont joués, etc. Donc, je peux faire une description synchronique de cette partie d'échecs à tout moment. À partir du moment où une pièce est jouée, si on s'arrête, eh bien c'est un état de la partie et c'est de la synchronie. Et puis on pourrait aussi faire une description diachronique, c'est-à-dire coup par coup, voir comment évolue la partie d'échec du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à un certain point de son développement. Alors, pour revenir à des définitions, voilà ce que l'on peut dire. La linguistique synchronique, elle étudie la langue à un moment donné de son histoire, indépendamment de toute évolution dans le temps. Je pense que c'est clair, parce que c'est ce que je vous ai dit de plusieurs façons différentes. Et puis, si on cite Saussure,
il est évident que l'aspect synchronique prime l'autre, puisque pour la masse parlante, il est la vraie et la seule réalité. Donc vous voyez que Saussure distingue les deux, la synchronie et la diachronie, mais il a une préférence pour la synchronie. Il juge l'étude synchronique plus utile parce que c'est justement ainsi que parlent les gens. Lorsque les gens parlent, eh bien, ce qu'ils connaissent, c'est l'état de leur langue, et ça n'est pas forcément l'histoire de leur langue. La linguistique diachronique est donc la linguistique qui adopte le point de vue de la diachronie, donc ça c'est un peu une méthodologie, c'est-à-dire qui a trait aux évolutions des faits de langue. Et Saussure dit les choses en ces termes. La linguistique diachronique étudie non plus les rapports entre les termes coexistants d'un état de langue, mais entre les termes successifs, qui se substituent les uns aux autres dans le temps. Je ne sais pas si cette phrase est bien claire. Je vais essayer de vous donner un exemple. Si je fais une étude synchronique, par exemple, je vais étudier les rapports qui existent entre l'article et le nom. Si j'étudie une phrase comme the cat ate the mouse, eh bien, je vais étudier le rapport entre the et cat, entre the cat et ate, entre ate et the mouse, etc. Donc les éléments qui sont entre eux. Alors que si je fais une étude diachronique, je vais voir l'évolution de l'article. Par exemple, l'article 20, c'était auparavant un démonstratif, this, qui est devenu 20. Le mot cat a évolué au fil du temps, etc. Le prétérit avait une forme, il en a une autre, etc., etc. Voilà, ça ce sont des définitions. À nouveau, les citations, les définitions que j'ai empruntées dans cet ouvrage qui est extrêmement utile, auquel tout le monde a accès sur Internet, Le Trésor de la langue française. Voilà pour ce premier concept, donné sous forme d'opposition. Saussure, vous le verrez, fonctionne beaucoup avec cette méthode d'opposition. Il y a toujours deux termes qui vont l'un avec l'autre. On peut parler de dichotomie. Autre concept fondamental, la langue et la parole. Alors, ce qu'on appelle la langue, dans son opposition à la parole, c'est ceci. La langue, c'est un ensemble de signes et d'unités linguistiques partagées par les membres d'une même communauté linguistique. Donc, je passe au point 3. Puisqu'elle est partagée par les membres d'une même communauté linguistique, elle a un caractère, une dimension sociale. Elle est partagée. Elle est extérieure à l'individu. Chacun d'entre nous ne peut pas créer la langue que l'on partage. On ne peut même pas la modifier. Lorsqu'elle se modifie, c'est selon des processus extrêmement longs. Mais on ne peut pas décider comme ça de modifier la langue, ça ne marche pas. Même l'Académie française, en Angleterre, il n'y a pas ça, mais en France, on a l'Académie française qui dit il faut dire ceci, il faut dire cela, mais finalement, l'Académie française ne décide pas vraiment. C'est un peu symbolique, son rôle, ce qui décide, c'est nous. Par exemple, avec le rap, la langue française a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est pas l'Académie française qui a pris cette décision. Alors, encore une façon, vous voyez, les deux citations de Saussure pour montrer son style. La langue, c'est le trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même communauté. C'est une somme d'empreintes déposées dans chaque cerveau. On imagine que ça a un côté un peu magique, comme si ça tombait du ciel comme ça, ça venait s'imprégner dans nos cerveaux. En tout cas, la langue, c'est ce que nous partageons. La parole, maintenant, c'est l'actualisation de la langue dans une énonciation. C'est un usage particulier qu'une personne fait de la langue. Donc, là où la langue avait une dimension sociale, c'est ce savoir partagé, on est dans l'abstraction. La parole, qui devient une actualisation, c'est-à-dire
quelque chose de concret, a une dimension individuelle. Donc, lorsque je parle, ce que je fais depuis tout à l'heure, eh bien, ce que vous entendez, c'est de la parole. Ce n'est pas juste parce que c'est parlé, hein, c'est la mise en œuvre de ce savoir que nous avons en commun. Mais elle est individuelle. Là, a priori, il n'y a que moi qui parle. Hein, et c'est plutôt le cas, vous êtes très attentif et je vous en remercie. Alors, cette langue, a priori, c'est la même pour tout le monde, mais la façon dont chacun l'utilise, eh bien, elle peut faire apparaître des variantes. On peut avoir des types de langage, par exemple, l'accent particulier, etc. Donc, là où on recevait passivement, plus ou moins passivement, la langue qui se dépose dans mon cerveau, la parole est un acte individuel de volonté et d'intelligence. Et, à nouveau, Saussure va utiliser une métaphore pour bien faire comprendre la différence entre la langue et la parole. La langue, ça serait par exemple la partition, ça correspondrait à la partition d'une symphonie. Une fois que la symphonie a été écrite, elle est a priori immuable, hein, elle est couchée sur le papier, et tout le monde a la même partition. Mais lorsque l'orchestre joue, eh bien c'est l'actualisation, hein, c'est la mise en pratique de cette abstraction. Et chaque interprétation est individuelle. Il peut y avoir des couacs, hein, c'est assez rare chez les professionnels, mais ça peut se trouver. Chaque chef d'orchestre a sa propre interprétation. Il va peut-être mettre plus d'accent sur un thème que sur un autre. Il va donner plus de force au violon qu'au basson, par exemple, ou inversement. Il va peut-être avoir ralenti le tempo, etc. Vous voyez que chaque interprétation peut faire apparaître des variantes, exactement comme la parole fait apparaître des variantes à ce bien commun qui est la langue. Donc, langue et parole, hein, une dichotomie extrêmement importante et tout à fait centrale dans la linguistique. Autre chose un autre mot extrêmement important, c'est le mot de signe. Alors, Saussure n'a jamais vraiment défini précisément ce que c'était comme signe. On a tendance à penser qu'un signe, finalement, c'est un mot. Hein. Mais ça peut être un groupe de mots, ça peut être une phrase. C'est ça, le signe, hein, c'est une unité minimale de phrase reconnaissable dans un environnement différent. C'est donc le plus souvent un mot. Et ce qui est particulier du signe, Saussure, c'est ceci. Le signe, c'est l'association d'un signifiant et d'un signifié. Alors, c'est un peu technique, là, il faut être un peu attentif. Quand je dis un peu, ça veut dire très. Je vois que vous l'avez déjà. Donc, le signifiant, c'est ce qu'on appelle une image acoustique. Par exemple, en anglais, lorsque je veux parler d'un arbre, je vais utiliser 3 phonèmes. On avait vu les phonèmes, hein, même si vous n'avez pas vu l'alphabet phonétique, hein, vous commencez moins à être habitué. Hein. Le phonème T, le phonème R, et le phonème ce I long, I, hein, tree. Et je le mets donc entre des slash pour montrer qu'il s'agit d'une représentation phonétique. Hein. Voilà l'image acoustique qui correspond à un signe. Le signifié, c'est la représentation mentale que l'on a de l'objet auquel l'image acoustique fait référence. Donc, par exemple, a tree va faire référence, cette image, alors on n'a pas forcément toujours la même, tous la même, hein, mais en gros, on pense tous à un arbre. Hein. Et c'est ce qui nous permet de nous comprendre. Le signifiant, l'image acoustique, le signifié, la représentation mentale que l'on a. Et l'addition du signifiant et du signifié donne le signe. Vous voyez que je vous ai dit le plus souvent un mot, hein, le plus simple évidemment pour expliquer ce qu'est un signe, le travers du signifiant et du signifié, c'est de prendre un mot. J'ai pris le mot tree. Alors, attention. Le signifiant, ça n'est pas le mot. Et
le signifié, ce n'est pas l'objet. Je vais vous expliquer ça de façon un petit peu plus précise. Quand je dis tree, le signifiant, c'est toujours le même, il est unique. Que je l'écrive en lettres capitales ou en lettres minuscules, que je l'écrive en caractère gras avec une police ou en italique, etc. Vous voyez que ce sont des formes différentes, mais j'ai un seul et même signifiant, c'est l'image acoustique que j'en ai. C'est cette image-là, je pourrais aussi le prononcer de façon différente, avec un accent étranger, je peux dire tree par exemple, mais à partir du moment où on a identifié le mot dont je parle, l'image acoustique qui revient, c'est celle-là. De la même façon, les arbres, il y en a des milliers, certainement plus, de différents. Donc, quel que soit l'objet individuel auquel je pense, il y a toujours cette même et unique image acoustique qui reste abstraite. On est dans la sphère linguistique. Vous voyez, des prononciations différentes, des représentations différentes, mais un seul et même signifiant. Des objets différents, mais un seul et même signifié. Le signifiant est toujours en phonétique. Disons que la phonétique, c'est la façon la plus simple de représenter le signifiant. Parce que le signifiant, c'est une image acoustique. D'accord? C'est donc, si vous voulez, c'est la façon dont le mot est prononcé ou est écrit. Peu importe. Mais c'est ce que l'on entend dans sa tête quand on voit le mot écrit, quand on l'entend. Alors, la langue, c'est un code. Je vais essayer de vous donner des exemples dans un autre code où on va retrouver le signifiant et le signifié. Si je prends ces différents objets là, on est d'accord, ce sont des objets. Celui-ci est à peu près en bon état. Celui-ci a reçu des décharges de chevrotis, maintenant quelqu'un qui n'était pas d'accord sur le fait que ce soit la rue soit dans le sens interdit. Celui-ci, vous voyez, il a été plié en deux parties. Celui-là, la couleur est passée. Est-ce que c'est vraiment du rouge? Le blanc est un peu jaune. Là, on a collé un sticker dessus. Mais, quoi qu'il en soit, ce sont des objets qui sont tous bien différents, mais ils ont tous le même signifiant. Le signifiant, c'est sens interdit, c'est-à-dire interdiction d'entrer avec un véhicule. Voilà. Donc, il correspond, excusez-moi, au signifié, sens interdit. C'est-à-dire que le signifiant, là, c'est pas une image acoustique, puisqu'on est dans un autre code, mais le signifiant, c'est une image visuelle, justement, que l'on a. C'est une image un peu parfaite, mais c'est une abstraction. Quand on voit ça, on sait que c'est ça. Aussi bien que quand on voit ça, etc. Et on sait que ce signifiant-là a pour signifier sens interdit. Si par exemple il y avait une personne qui s'arrêtait pour bloquer l'accès, est-ce que le signifiant serait encore l'image acoustique, enfin ce sens interdit? Puisque non. Ça serait un synonyme d'une certaine façon. Okay. Mais ça serait un autre signe qui aboutirait au même sens. Okay. D'accord? C'est justement le cas défaut des synonymes. Si vous prenez deux mots qui ont le même sens, ce sont quand même deux mots différents, avec un signifiant différent et peut-être un même signifié, effectivement. Okay. Mais le signe est différent. Alors, à propos du signe, il y a quelque chose dont j'ai parlé très brièvement la semaine dernière, à propos de Platon, c'est l'idée d'arbitraire. Je vous ai dit qu'on y reviendrait beaucoup plus tard. Eh bien, c'est Saussure qui est revenu sur cette idée qui est fondamentale. Le signe est arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends ce signifié, il correspond à des signifiants différents. En anglais, c'est tree. En français, c'est arbre. D'accord? En italien, c'est albero. Et vous pouvez le comparer avec des langues que vous parlez.
Et chaque fois, on aura un signifiant différent pour un même signifié. Donc, qu'est-ce qui fait que on a utilisé 3 phonèmes dans une langue pour faire référence à ce signifié, alors qu'on a ces 4 phonèmes-là dans une autre langue pour faire référence à ce même signifié, etc. Il n'y a pas de lien naturel, il n'y a pas de lien contraint entre le signifiant et le signifié. Le lien est totalement arbitraire. Donc, la relation entre signifiant et signifié est arbitraire ou non motivée. C'est-à-dire que rien dans la nature ne prédestine la suite de phonèmes tree à être associée à la représentation mentale d'un arbre. Et la preuve, c'est que si on passe d'une langue à l'autre, on a d'autres suites de phonèmes. Cela dit, le signe n'est pas toujours aussi arbitraire. Quel est le point commun entre ces représentations? Vous connaissez peut-être l'application langage. Alors, vous remarquerez que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en bande dessinée. Non, on arrête là. Le point commun entre je parle au point C1, entre ce bind, ce splash de pen, c'est que ce sont des onomatopées. Et les onomatopées, on pourrait dire que ce sont des signes, et elles ont ceci de particulier qu'elles sont motivées, c'est-à-dire qu'elles essaient d'imiter la nature, plus ou moins, mais elles imitent. Splash, on comprend bien que c'est le bruit que fait un objet qui tombe dans l'eau, par exemple. Pen, on comprend bien que c'est le cri du mouton. Cela dit, si vous prenez le chant du coq, on peut essayer d'imiter le chant du coq, mais chacun va l'imiter avec son système phonétique. C'est-à-dire qu'il va adapter le chant du coq à son propre système phonétique. Ce qui fait qu'en français, le coq fait cocorico, mais en italien, il fait kikiriki. En anglais, il fait crocodilo 2. Vous voyez que on est dans l'arbitraire, on revient à l'arbitraire finalement. Même lorsqu'on essaie d'imiter la nature, finalement, l'arbitraire, c'est bien le maître mot qui correspond au signe. Allez, on revient à des choses plus techniques. Encore quelque chose qu'on doit faire bien de saussure, l'opposition entre axe syntagmatique et axe paradigmatique. Alors, ce sont peut-être probablement des mots que vous connaissez mal, encore que syntagmatique, vous l'avez peut-être déjà entendu, paradigmatique aussi, remarqué, mais probablement avec une autre exception. Alors, voici à nouveau ce petit saussure de ce qu'il appelle, il ne parlait pas d'axe syntagmatique, mais de rapport syntagmatique. D'une part, dans le discours, les mots contractent entre eux, en vertu de leur enchaînement, des rapports fondés sur le caractère linéaire du langage, qui exclut la possibilité de prononcer 2 éléments à la fois. Alors, on va s'arrêter là-dessus parce que, mine de rien, il y a une autre notion là qui est avancée, c'est le caractère linéaire du langage. Je crois que je ne vous en ai encore jamais parlé. C'est quelque chose de fondamental dont il faut absolument tenir compte. Le langage, on dit qu'il est linéaire parce qu'on a en nous une contrainte physiologique qui nous empêche de prononcer plusieurs sons à la fois. On ne peut prononcer qu'un son, et puis un autre son, et puis un autre son, etc. Donc, tout ça s'inscrit sur une ligne, comme une chaîne, et ceci donne le caractère linéaire du langage. De ce fait, puisqu'on ne peut pas prononcer plusieurs mots en même temps, on ne peut pas donner de relief à notre langue. Finalement, on ne parle qu'en une dimension, la dimension linéaire. Donc, ce sont des rapports entre les éléments qui sont les uns à côté des autres, qui sont juxtaposés, qui vont exprimer le sens, finalement. Les mots contractent entre eux, en vertu de leur enchaînement, des rapports fondés sur le caractère linéaire du langage. Ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque je dis the cat ate the mouse, bien,
suivent les uns les autres, mais peut-être que si on avait eu la possibilité de parler différemment, on aurait pu mettre the et cat, dire the et cat en même temps. Vous voyez? Et puis, on aurait peut-être pu mettre un mot au-dessus de l'autre, etc. Je reviendrai là-dessus, je vous reparlerai assez souvent du caractère des images. Donc, ceux-ci se rangent les uns à la suite des autres sur la chaîne de la parole, et les combinaisons qui ont un support étendu peuvent être appelées des syntagmes. C'est-à-dire que un syntagme, c'est un mot. Quand je dis the cat ate the mouse, the cat, c'est un syntagme, c'est un mot. Du coup, le rapport des éléments sur cet axe-là s'appelle le rapport syntagmatique. Et cet axe-là est devenu l'axe syntagmatique. Je vais vous donner un exemple là. John listen to the radio. Il y a un lien entre le sujet, John, et le prédicat. On va utiliser un mot que vous connaissez. Listen to the radio. Il y a aussi un lien dans le prédicat entre listen et to the radio. Le verbe et son complément d'objet indirect. Entre to et the radio, il y a aussi un lien entre la préposition et le groupe nominal the radio. Et entre the et radio, bien sûr, il y a aussi un lien. Et puis, je peux continuer. Là, ce sont des rapports entre des mots. On est dans la syntaxe. Mais si on veut continuer sur l'axe syntagmatique, il y a un lien aussi entre listen et le ED. Vous vous rappelez, on a parlé de morphème la semaine dernière, entre le morphème listen et le morphème ED, qui est le morphème ici du prétérit. Eh bien, on a ce lien, et le lien entre les deux donne l'idée de passer. Et puis, entre les phonèmes L, I, S, U et D, il y a aussi un lien. Tous ces liens-là, vous voyez, avec ces flèches-là qui sont les mêmes, ils se situent sur l'axe syntagmatique. Donc, l'axe syntagmatique, c'est celui-là. On va dire que c'est l'axe des relations in presentia, c'est-à-dire des éléments qui sont là présents. Relation entre John listen to the radio, entre listen to the radio, etc. Ça prendra plus de sens lorsque j'aurai parlé de l'axe paradigmatique. Voilà. Je reprends la phrase John listen to the radio. Et je vois que, à la place de John, j'aurais pu dire Peter, j'aurais pu dire he, j'aurais pu dire the captain, ou my ex-husband, ou the old man in the street. J'aurais pu dire encore des tas de choses. Vous voyez que se crée ici, ce qui est en bleu, un axe qui est perpendiculaire à l'autre axe, puisque nous écrivons de façon horizontale, l'axe syntagmatique apparaît comme un axe horizontal, et l'axe paradigmatique apparaît comme un axe vertical. Voilà, je fais défiler les différentes possibilités. Vous avez une question ? Je n'ai pas compris la différence. Alors, attendez, je vais terminer, je pense que vous comprendrez quand j'aurai terminé. Mais si vous ne comprenez pas, je reviendrai. Donc, vous voyez, je fais circuler les différentes possibilités, le captain, he, etc. Et donc, je crée ici mon axe paradigmatique, qui est l'axe des choix. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de mettre he, j'aurais pu mettre John's wife, j'aurais pu mettre my ex-husband, etc. Plus loin. J'ai créé ici, en faisant ces permutations, le paradigme du groupe nominal sujet. Vous voyez que tous ces mots-là fonctionnent dans ce qu'on appelle ce paradigme-là. Mais j'aurais pu créer aussi le paradigme du déterminant. Vous voyez que avant radio, j'ai choisi the, mais j'aurais pu mettre his, ou bien ou bien that, ou his sisters, ou another, ou sais-je encore. Et c'est toutes les possibilités qu'on aurait pu mettre dans le dictionnaire, quoi. Exactement. Ouais. Ici, par exemple, j'ai le paradigme du groupe verbal. John was congratulated on his victory, ou bien how right, works, etc., etc. Donc, vous vous rappelez, j'ai dit que
sur l'axe syntagmatique, on a des relations in presentia. Hein, ce sont les éléments qui sont présents, qui ont des relations entre eux. À l'inverse, sur l'axe paradigmatique, eh bien, les relations sont des relations in absentia. C'est-à-dire que l'élément qui est présent dans la phrase, comme par exemple ici, listen to the radio, entretient des liens non pas avec John, mais avec les éléments qui sont absents, que j'aurais pu choisir mais que je n'ai pas choisi. Est-ce que c'est plus clair maintenant, la différence entre paradigme et syntaxe? Bien, alors j'avance. Un dernier concept, c'est celui de phrase et d'énoncé. Alors ça, on ne le voit pas à Saussure. Hein. C'est quelque chose, si vous voulez, c'est un développement collectif. On n'a pas un nom hein, sur lequel on va pouvoir mettre cette opposition. Mais c'est une opposition qui est très importante. Si je reprends la référence qui est habituelle maintenant, au Trésor de la langue française, voici une définition de la phrase: assemblage de mots caractérisé par la complétude sémantique, la cohésion grammaticale et par les pauses qui l'entourent, à l'écrit par les signes de ponctuation forts. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'une phrase, ça commence par une majuscule et ça se finit par un point. Mais ça, c'est vrai à l'écrit. Mais une langue, c'est avant tout une langue orale. Toutes les langues qui sont parlées par les êtres humains ont d'abord été parlées et ensuite elles ont été écrites. Ça n'a jamais été l'inverse. Autrement dit, l'oral prime sur l'écrit. Autrement dit, cette idée de point et de majuscule, ça n'existe pas en fait dans une langue dans son premier état. Donc, ce qui fait qu'on sépare les phrases, ce sont les pauses. It's raining. Je ne dis plus rien. Birds of feather flock together. Donc, complétude sémantique. C'est-à-dire qu'une phrase a un sens. Complétude sémantique, c'est ça. Une cohésion grammaticale, hein, est composée d'un sujet et d'un prédicat. Maintenant, je peux dire des choses dont on peut se demander si ce sont des phrases. Watch out. Bon, watch out, on peut considérer que c'est une phrase. Mais si je dis never, vous voyez qu'en termes de complétude sémantique, on peut comprendre. En termes de cohésion grammaticale, avec un seul mot, ou si je dis hey you, ou le sujet ou le prédicat, c'est un peu plus complexe. Donc, là, je vais dire que j'ai affaire à des énoncés, et ici, j'ai affaire, c'est-à-dire que, je vais reprendre, les 3 premières sont des phrases, les 4 premières sont des phrases, mais toutes sont des énoncés. Autrement dit, tous les énoncés ne sont pas des phrases, mais toutes les phrases peuvent devenir des énoncés. Les énoncés ne correspondent pas forcément au schéma canonique de la phrase, avec un sujet, un verbe, un complément, un sujet, un prédicat. Alors, on va avancer un petit peu dans l'opposition entre phrase et énoncé, hein, parce que j'ai bien conscience que là, ça n'est pas absolument clair. La phrase s'oppose à l'énoncé en termes de situation d'énonciation. Par exemple, si vous prenez la phrase I am working, on a une seule et même phrase, I am working. Mais si c'est John qui dit I am working, la phrase a un certain sens. Elle a le sens de John is working. D'accord? Mais si c'est Peter, la phrase prend un autre sens. Elle prend le sens de Peter is working. Si c'est Sheila, elle prend encore un autre sens. C'est-à-dire que, en fonction de la personne qui parle, surtout si elle dit I, mais pas nécessairement, la même phrase, va avoir des sens différents, va correspondre à des énoncés différents. C'est-à-dire que I'm working, c'est une seule même phrase, mais ici vous avez 3 énoncés. D'accord? Quand Pete dit I'm working, c'est un énoncé. Quand John dit I'm working, c'est un autre énoncé, mais c'est une même phrase. Parce qu'elle est composée des mêmes mots. De la même façon, le lieu va avoir une incidence sur l'opposition entre phrase et énoncé. Si j'utilise le mot here, par exemple,
à Paris et que je dis Peter works here, ça veut dire Peter works in Paris. Mais si je dis Peter works here alors que je suis à Londres, ça veut dire Peter works in London, etc., etc. Autrement dit, là encore, j'ai une seule et même phrase, Peter works here, mais elle correspond à trois énoncés différents, en fonction de l'espace dans lequel la phrase est prononcée. Et même chose avec le temps. Si je dis John left yesterday, c'est une phrase. Mais ça devient un énoncé si je la situe dans son contexte. Si c'est moi qui dis ça, par exemple, le 1er janvier 2000, bien yesterday, c'était le 31 décembre 1999. Mais si je dis ça le 21 septembre 2018, bien c'était en grosso modo il y a un an. Donc, voilà ce dont il faut se souvenir. La même phrase correspond à des énoncés différents en fonction de la situation d'énonciation. Et chaque fois que l'on dit une phrase, ça devient un énoncé qui est unique. Parce qu'il est prononcé à un certain moment, dans un certain lieu, par une certaine personne. Et on termine avec un dernier concept, qui est le concept de déixis, qui est lié, vous allez voir, à l'opposition entre phrase et énoncé. Imaginez que un inconnu vous remette une lettre dans la rue. Sur cette lettre, il est écrit « Meet me here tomorrow with a stick this big ». C'est une phrase que l'on comprend. On la comprend parce qu'elle est bien formée, vous connaissez tous les mots, et vous arrivez à lui donner un sens. Mais vous ne pouvez pas l'interpréter. En tant qu'énoncé, elle est totalement absconse. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots auxquels vous n'arrivez pas à donner un sens. Mais, par exemple, si vous ne savez pas qui a écrit cette phrase, vous ne savez pas qui vous devez rencontrer. Vous ne savez pas non plus où vous allez devoir le rencontrer, parce que où est-ce qu'il était lorsqu'il a écrit cette phrase? Quand est-ce que vous allez devoir la rencontrer? Est-ce que c'est demain? Est-ce que cette phrase a été écrite il y a 3 jours, auquel cas vous avez déjà loupé le rendez-vous? Le stick display, même chose. C'est la taille, il faut que vous voyez un geste pour que vous compreniez à quoi vous avez affaire. On est ici dans le domaine de la déixis, c'est-à-dire les éléments auxquels il n'est pas possible de donner une interprétation, une référence, sans une connaissance suffisante de la situation d'énonciation. Autrement dit, si vous ne savez pas qui parle, si vous ne savez pas où la personne parle, si vous ne savez pas quand elle parle, vous êtes incapable de donner une signification à cette phrase, une interprétation à cette phrase, parce qu'elle est truffée d'éléments déictifs. Me, here, tomorrow sont les principaux éléments déictifs, c'est-à-dire qu'ils correspondent à la personne, me, au lieu, here, et au temps, now. Si vous avez ces 3 éléments-là en tête, enfin, si vous avez une bonne connaissance de ces éléments-là, c'est-à-dire de la situation d'énonciation, vous êtes capable de donner une interprétation à cette phrase. Mais lorsque vous avez des éléments déictifs et que vous ne connaissez pas la situation d'énonciation, comme c'était le cas avec l'exemple que je vous ai donné, vous ne pouvez pas donner une interprétation à cette phrase. C'est ce qui fait la caractéristique de la déixis. Oui, vous avez une question. Oui, mais est-ce que le lien, si un mot a plusieurs significations, est-ce que ça rentre dans la déixis aussi? Non. Si un mot a plusieurs significations, la phrase est ambiguë, on est dans le cadre de la polysémie, mais pas dans le cadre de la déixis. Ok. De la polysémie. Qu'est-ce que j'ai dit? Polysémie. Polysémie, c'est Ok. plusieurs sens. Ok. Donc, pour revenir à notre distinction entre phrase et énoncé, le contexte est fondamental. On l'a vu, il y a des exemples que je vous ai donnés. Mais même chose ici, regardez. I don't like him. Did you invite Peter? No, I don't like him. Do you like John? No, I don't like him. Ce sont 2 énoncés différents pour une même phrase différente. J'aime bien celle-ci, sur un forum. Quelqu'un avait écrit We should just nuke China. Alors c'est sur un forum américain.
Nuke, vous comprenez ce que ça veut dire quelque part? Ça veut dire faire exploser une bombe atomique, c'est-à-dire détruire la Chine avec une bombe atomique. Hein? We should just nuke China and get rid of them already. We've allowed them to exist. We've allowed them to exist for far too long. Et la personne qui dit wow, you're a genius. Vous comprenez que la personne qui dit wow, you're a genius est ironique. Hein? C'est-à-dire que le mot genius, dans ce contexte-là, veut dire tu es un imbécile. On voit bien ici la différence entre phrase et énoncé. C'est-à-dire que la phrase you're a genius hors contexte, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse avoir ce sens-là. Hein? Mais dans un contexte particulier, eh bien cet énoncé devient un énoncé qui est ironique. Et pour conclure, on va voir que, je peux vous dire que si on rapporte l'opposition phrase-énoncé à la dichotomie susurienne langue-parole, hein, on voit que la phrase relève de la langue, c'est-à-dire qu'elle est unique, elle est figée, elle est abstraite, alors que l'énoncé relève de la parole. L'énoncé, c'est lorsqu'on utilise la langue, qu'on fait des phrases et que l'on dit, quelqu'un les dit dans une certaine situation, que ça devient des énoncés. Et on est là dans le domaine de la parole, dans le domaine du concret, dans le domaine de l'acte. Voilà, on s'en tiendra pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on attaquera donc un nouveau chapitre qui sera l'histoire, non pas de la linguistique, mais de la langue anglaise. Voilà, bonne semaine.